pour cette intervention. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Yannick Blanc, qui est président de la Fonda, haut-commissaire aussi à l'engagement civique. La Fonda, vous connaissez certainement, c'est une belle structure qui a été créée en 1981 et qui a, depuis sa naissance, largement contribué justement à la reconnaissance des associations par les pouvoirs publics et qui, entre autres activités, gère une forme de laboratoire d'idées. Les productions de la Fonda sont toujours des productions qu'on lit avec intérêt, avec plaisir. Voilà, donc on vous laisse la parole pour cette troisième intervention. Et à la fin, on pourra avoir un moment d'échange et de débat avec vous. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement, Charles Baratier et toute l'équipe de l'UREOP de m'avoir invité. Ce n'est pas une formule de politesse, j'ai un réel plaisir à me retrouver parmi vous. J'ai deux bonnes raisons d'avoir plaisir à me retrouver parmi vous. Première raison, grâce à vous, je peux retrouver des problématiques des partenaires de la politique sociale en PACA, que j'ai connu en tant que préfet. Le métier de préfet est plein d'intérêt, plein de charme. Il a quand même un gros défaut, c'est le zapping. C'est la rapidité des changements de territoire. Et là, grâce à votre invitation, ça me permet de poursuivre le fil de nos relations. Et c'est bien agréable. La deuxième raison que j'ai d'avoir plaisir à me retrouver parmi vous, et là c'est vraiment en tant que président de la Fonda, c'est que quand je vois comment l'équipe de l'UNIOPS s'est emparée de la méthodologie prospective sur laquelle la Fonda travaille depuis 7 ans maintenant pour la mettre à la disposition des associations et comment vous vous en êtes emparé pour avoir une réflexion stratégique sur votre secteur, ça fait chaud au cœur parce que ça montre qu'on n'a pas travaillé pour rien, que les outils qu'on a développés, que les propositions qu'on a faites diffusent dans le monde associatif et sont de vrais outils de réflexion. C'est une énorme récompense pour cet investissement associatif dans lequel je suis personnellement très engagé depuis 2012. La prospective, Patrick l'a bien montré dans son intervention tout à l'heure, la démarche prospective, ça permet d'identifier dans l'environnement de votre action les tendances lourdes, les évolutions profondes, les choses qui transforment petit à petit le paysage, de faire une analyse qui les transforme en typologie, et puis on fabrique des scénarios, et ça permet de se situer par rapport à des moments, à des évolutions en profondeur, et de trouver son positionnement, comme on dit en stratégie, et c'est comme ça que vous avez, sur la base de 4 scénarios d'évolution tendancielle, élaboré le 5e scénario, celui du rebond, qui est en réalité, du point de vue de la méthodologie prospective, pas exactement un scénario, mais qui est votre vision stratégique de votre position par rapport au scénario d'évolution que vous avez devant vous. Ça, c'est une partie de la démarche prospective. Il y en a une autre, et c'est sur celle-là que je vais m'appuyer pour parler innovation maintenant. Il y en a une autre qui est de détecter les phénomènes de rupture, de détecter et d'anticiper les phénomènes de rupture. Dans la prospective, vous avez vraiment les deux approches. Vous avez l'approche sur les mouvements de fond, qu'on appelle les tendances, et les transformations lentes mais irréversibles de l'environnement dans lequel on se situe. Et puis vous avez ce travail d'observation, de détection de ce qu'on appelle parfois les signaux faibles ou les faits porteurs d'avenir, qui ne sont pas forcément dans un moment d'existence, de manifestation massive dans la réalité qu'on a autour de nous, mais qui annoncent des changements en train de se reproduire, et notamment des ruptures qui vont modifier les conditions de l'action. C'est lorsqu'on est solide sur l'analyse des tendances et capable de détecter et donc d'anticiper les ruptures qu'on est en position d'innovation. Je crois que l'enjeu de votre réflexion aujourd'hui, ça n'est pas de comprendre et suivre les évolutions de la société, ce n'est évidemment pas d'être en position passive ou réactive par rapport à l'évolution des politiques publiques, c'est de chercher d'être en position d'anticipation. C'est ça l'enjeu de l'innovation, c'est d'être en position d'anticipation, parce que l'anticipation est quand même une arme stratégique tout à fait essentielle. Et donc, je voudrais mettre l'accent sur
non pas vous faire un tableau des signaux faibles et des ruptures en cours, parce que la journée n'y suffirait pas, mais mettre l'accent sur certaines d'entre elles qui, je crois, ont une influence toute particulière sur votre capacité d'agir, parce qu'elles sont en lien tout à fait étroit avec ce phénomène sur lequel vous avez insisté, c'est-à-dire l'hégémonie d'une vision gestionnaire de l'action sociale des établissements sociaux et médico-sociaux qui vous a fait entrer dans un jeu de contraintes, dans un système de comportement, dans un monde régi par la concurrence et la compétition, dans un système de mesure de la performance qui, si on poursuit la tendance, c'était le premier scénario, si on poursuit la tendance à l'infini, eh bien, vous éloigne de manière irrémédiable de ce qu'est votre objet, votre projet, votre place dans la société. Il y a un ensemble de ruptures qui sont en train de mijoter, de se préparer, ou voire qui ont commencé, et qui témoignent à mes yeux que nous sommes en train de vivre la fin du cycle trentenaire de l'ère néolibérale. L'ère néolibérale, elle a pesé considérablement sur la façon dont le monde a évolué, dont l'économie a évolué et dont les politiques publiques ont évolué depuis environ une trentaine d'années, 35 ans même, depuis le début, la fin des années 70, le début 80, les années 80, Thatcher, Reagan. Et là, on a vraiment un cycle qui a duré pendant toute cette période. Ce cycle a été en particulier marqué par la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la prise de pouvoir de la logique financière sur l'ensemble des activités économiques et notamment sur la gouvernance des entreprises. Et entre les grands débats des années 80 sur la gouvernance d'entreprise, dont l'enjeu est de redonner le pouvoir aux actionnaires sur les managers, jusqu'à l'instauration et la mise en œuvre des politiques financières et monétaires du début des années 2000 qui ont vu notamment la généralisation des banques centrales indépendantes, eh bien, on a un long mouvement dans lequel c'est les outils financiers et les acteurs maîtrisant les outils financiers qui prennent le pouvoir sur l'ensemble de l'économie. Ce que nous voyons aujourd'hui et ce que même les porte-paroles les plus institutionnels du monde de la finance internationale, les banquiers centraux, les économistes en chef des grandes institutions internationales commencent à reconnaître, c'est que la financiarisation de l'économie apparaît au bout de ce cycle comme un système de prélèvement de la valeur sur le circuit économique et non pas de création de valeur dans l'économie. La financiarisation de l'économie a beaucoup modéliser, théoriser ce que devait être la création de valeur, et on s'aperçoit au bout du cycle que ce que font les financiers, c'est prélever de la valeur, c'est identifier les moments du cycle de production, les endroits où on peut concentrer et prélever la valeur, et pas du tout la produire. Alors ça se traduit par des phénomènes bien connus, hein. Ça se traduit par les phénomènes de restructuration d'entreprise où on se recentre sur son métier de base, comme on dit dans le jargon, on externalise toutes les fonctions qui sont considérées comme périphériques, parce que les fonctions périphériques créent moins de valeur que le métier de base, et puis une fois qu'on s'est recentré sur le métier de base, on valorise la valeur boursière de l'entreprise, parce que ce métier de base, c'est là où on est le plus compétitif, on fait le plus de marge, et à partir du moment où on a concentré la capacité à faire de la marge, la valeur boursière de l'entreprise augmente, et à ce moment-là, on peut la revendre. Et donc toute cette opération de recentrage sur le métier de base, d'externalisation des fonctions considérées comme annexes, n'a produit aucune valeur, elle l'a concentrée et elle a permis aux propriétaires du capital, aux détenteurs des actions, de s'enrichir en revendant ces actions plus chères que l'ils les avaient achetées. Ce mécanisme basique qu'on a vu à l'œuvre dans beaucoup d'entreprises aboutit, dans un nombre significatif de cas, à la destruction des entreprises, à la destruction du processus de création de valeur, et c'est ce que nous voyons sous nos yeux avec ce qui se passe à Belfort. Alcatel, Alstom étaient, il y a 25 ans, un fleuron de l'industrie française,
Et la gouvernance d'Alcatel-Alstom, et notamment Serge Tchuruk à son époque, a été le porte-parole, le pionnier, l'exemple type de cette idée qu'il fallait concentrer la production de valeur avec sa théorie de l'entreprise sans usine. Et on voit, au bout du cycle, comment ça aboutit à la destruction de la capacité de création de valeur. Donc, financiarisation et problématique de la gouvernance d'entreprise sont vraiment les deux phénomènes clés. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport avec vous? Eh bien, tout simplement parce que dans le secteur public, les modèles de pensée, les théories et les méthodes développées dans le monde de l'économie financière pour encadrer cette prise du pouvoir ont été appliqués au secteur public. C'est ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. Cette nouvelle gestion publique qui inspire tous nos technocrates depuis 25 ans et qui a conduit à la RGPP, la révision générale des politiques publiques, les fusions d'organismes, la théorie de la mutualisation, l'externalisation de tout un tas de fonctions de l'État, la vente du patrimoine de l'État. Toute cette logique financière irrigue la pensée de gestion des finances publiques. Et ce qui est très significatif, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans cette logique, dans le secteur public, où il n'y a normalement pas de valeur à prélever à la fin du cycle, puisque le bien public ne se vend pas à la bourse, on s'aperçoit que la dépense publique est toujours superflue. On dépense toujours trop. La logique de compression de la dépense se poursuit sans jamais atteindre d'objectif. C'est un mouvement indéfini. Il y a trop de masse salariale, il y a trop de dépenses, il y a trop de fonctions support, il y a trop d'immobilier, il y a trop de ressources immobilisées. Et donc, on est dans un mouvement indéfini de contraction des outils de l'action publique, de contraction des effectifs, bien sûr, de contraction du patrimoine. On vend le patrimoine public à tour de bras. Et ce phénomène crée petit à petit, au sein même de la sphère de l'action publique, un sentiment d'impuissance, un sentiment de dépendance. Et la perception que vous avez, vous, de votre relation à la puissance publique dans le mécanisme des appels d'offres est la conséquence au deuxième degré de ce mouvement. Pourquoi est-ce que je dis que ce cycle néolibéral est aujourd'hui en train de s'achever? Eh bien, il y a deux séries de causes. Il y a des causes internes et il y a des causes externes. Les causes internes, on les voit aujourd'hui, je l'évoquais à l'instant, dans la crise des politiques financières et monétaires au niveau mondial. On a privé les États de l'arme monétaire en créant des zones monétaires unifiées, notamment la zone euro, la monnaie unique, la banque centrale indépendante. Puis, dans un deuxième temps, on a privé les États de l'arme budgétaire en faisant de l'équilibre budgétaire une règle indépassable. Et on voit bien que c'est un des enjeux, que ça a dominé les politiques européennes de ces dernières années. Et on arrive à un moment où les outils financiers déployés par les banques centrales pour remédier, pour minimiser les conséquences de la crise de 2008, puis pour y remédier, ces outils s'avèrent inefficaces. Les banquiers centraux le disent maintenant explicitement, aussi bien Janet Yellen aux États-Unis que Mario Draghi en Europe. Nous avons créé de la monnaie en très très grand volume, nous avons inondé les marchés de liquidités en rachetant les actifs des États endettés, maintenant en rachetant directement les actifs des entreprises pour créer de la liquidité. La théorie économique nous dit que s'il y a de la liquidité sur le marché et que les taux d'intérêt sont proches de zéro, ça doit inciter à l'investissement, puisque la ressource n'est pas chère. Sauf qu'il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement parce que, comme l'ensemble de ces politiques de rationalisation financière et d'austérité ont tué la demande, ont diminué la distribution des revenus en salaire et tué la demande, eh bien, les entreprises, n'anticipant pas d'accroissement de la demande, n'investissent pas pour augmenter leur capacité de production. Et à ce moment-là, que disent nos grands cardinaux de l'économie mondialisée? Ils se tournent vers les gouvernements et leur disent, les gars, il faut recommencer à faire de la dépense publique.
Et évidemment, comme tout cela heurte de front des principes, des théories, des doctrines qui ont été patiemment construites pendant un peu plus d'un quart de siècle, le virage est extrêmement difficile à prendre pour tout le monde. Ça crée des tensions politiques considérables, notamment en Europe. Dans les pays dont les régimes de retraite sont basés sur la capitalisation et qui sont marqués par un très fort vieillissement démographique, on est là sur un effet de ciseau absolument terrible, puisque la rentabilité des placements des régimes de retraite repose sur ces politiques financières, qu'à partir du moment où les taux d'intérêt sont à zéro, eh bien, la capacité de ces régimes de retraite à payer les pensions est mise en question. Mais par ailleurs, pour gérer ces régimes de retraite, il faut continuer à faire pression sur la dépense publique. Donc ils sont dans une impasse totale. C'est particulièrement vrai de l'Allemagne, et on est aujourd'hui à un moment extrêmement critique de ce point de vue-là. Donc le système financier est bloqué. La capacité à reprendre de la dépense publique est vraiment pas évidente. Et si il y a un terrain sur lequel on commence à imaginer des outils de redémarrage de la dépense publique, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le terrain de l'investissement. Les économistes disent, naturellement, vous allez continuer à faire ce qu'on appelle des réformes structurelles, c'est-à-dire à diminuer la masse salariale des fonctionnaires et à diminuer les dépenses sociales, mais il faut absolument que vous refassiez de l'investissement pour relancer la machine économique. Et dans l'investissement, on parle bien entendu d'investissement dans les infrastructures, puisqu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels les infrastructures sont très dégradées, à cause du manque d'investissement depuis 30 ans. C'est le cas de la SNCF chez nous, mais c'est le cas du réseau routier allemand, par exemple. Et puis, on en voit qui commencent à dire, mais l'investissement, c'est pas que le béton et l'acier. L'investissement, c'est le développement des nouvelles technologies, c'est les réseaux de communication, puis l'investissement, c'est aussi la recherche. L'investissement, c'est aussi l'éducation. Et il y a même un certain nombre d'économistes qui disent, qui développent aujourd'hui la notion d'investissement social. Donc on est à ce moment de bascule où le grand cycle de compression, de prohibition de la dépense publique s'achève, mais où la façon dont la dépense publique pourrait reprendre ne sera absolument pas la même que celle d'avant, et il faut essayer d'anticiper sur cette question. Deuxième signal de rupture interne, c'est tout ce qui est en train de se passer sur la gouvernance d'entreprise. La financiarisation de l'économie, la prise du pouvoir par les actionnaires, s'est traduite par toute une génération de théories du management dans laquelle le management, dans la logique de l'extraction de la valeur, du recentrage sur les activités les plus productives de l'entreprise, laquelle le management a évidemment mis les salariés, l'encadrement supérieur, l'encadrement intermédiaire, les salariés, sous une contrainte très forte dite de performance. Vous avez entendu ad nauseam ce mot performance prononcé dans tout un tas de contextes, il vient de là. Pour que la performance, c'est la performance de l'action, c'est-à-dire que c'est le prix auquel on est capable de la vendre. Pour que l'action soit performante, il faut que l'entreprise soit performante, c'est-à-dire qu'elle génère de la marge, du profit. Et pour générer de la marge, eh bien, il faut comprimer les coûts et accroître la productivité à l'intérieur de l'entreprise. Et ça a structuré toutes les théories du management privé et du management public de ces 30 dernières années, et ça a généré ce que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire la souffrance au travail, les restructurations d'entreprises, les diminutions d'effectifs, les changements de métier, l'utilisation des technologies numériques pour accroître la productivité. Or, ce phénomène, il est aujourd'hui au taquet. La productivité n'augmente plus. La productivité n'augmente plus dans les entreprises industrielles comme dans les entreprises de services. On a une évolution de la productivité qui est bloquée. Et si la productivité n'augmente pas, la croissance ne peut pas repartir. Du coup, dans le monde des entreprises et du management, on est en train d'assister à une révolution des doctrines managériales, et on voit remise en cause, faisant levier sur par ailleurs des évolutions de comportement dans la société, on voit remettre en cause tous les systèmes hiérarchiques, tous les systèmes de commandement. Certaines entreprises du secteur numérique en particulier, ou du secteur des consultants, sont en train de supprimer purement et simplement tous les dispositifs de reporting
qui était l'arme centrale de l'exercice du pouvoir hiérarchique dans l'entreprise, le reporting, les tableaux de bord, les indicateurs, la façon dont chaque niveau doit, chaque semaine, rendre compte à son niveau N+1 des résultats de la production. Les entreprises aujourd'hui les plus innovantes sont en train de balayer purement et simplement tout ce système, considérant que ça pompe énormément d'énergie, que ça a un coût considérable et que ça ne génère aucune valeur. Pour une bonne raison, c'est que tout ce système est fait pour capter, prélever la valeur et pas pour la produire. Donc vous voyez émerger le modèle de l'entreprise libérée, l'entreprise sans niveau hiérarchique, où la direction générale se met au niveau des salariés. Et vous voyez ce phénomène particulièrement sensible dans le domaine des industries numériques, des industries de la connaissance et des activités de service à la personne. Vous voyez émerger cette figure de l'entreprise dans laquelle la ressource, c'est l'autonomie, la capacité d'initiative et la capacité d'action, de créativité personnelle du salarié. Le modèle dans lequel la performance est la conformité disciplinaire du salarié au système de mesure de la performance est en train de progressivement de disparaître et on voit se substituer une entreprise dans laquelle c'est la capacité de création de valeur personnelle de chaque salarié qui devient la base de la richesse. Alors, ça a ses bons et ses mauvais côtés, hein, inutile de le dire. Vous connaissez la légende dorée des grandes entreprises du numérique avec les salles de sieste, le billard à côté de la machine à café, etc. J'ai un fils qui travaille dans une start-up de ce secteur-là. Et effectivement, quand vous allez dans sa boîte, vous avez cette ambiance très décontractée, très informelle. Et quand vous y passez à l'heure du déjeuner, vous voyez des gens qui font la sieste sur des canapés et tout. C'est très sympa. Et puis, ça, c'est le bon côté. Et le mauvais côté, c'est évidemment la pression personnelle qui pèse sur chacun des salariés et les formes nouvelles de souffrance au travail que ça peut engendrer. En tout cas, dans le secteur public, ce phénomène arrive avec retard. Il est filtré, évidemment, mais il commence à arriver aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, aujourd'hui, lorsque on met en œuvre de nouvelles politiques publiques pour répondre à de nouveaux besoins de la société, eh bien, on délaisse de plus en plus les outils classiques de l'action administrative, la règle, le décret, la circulaire, le système hiérarchique, etc. Les effectifs de l'administration ne permettent plus de fonctionner comme ça. Il n'y a pas assez de monde pour faire fonctionner la machine de cette manière-là. Et on est en train de se diriger vers des systèmes collaboratifs, partenariaux. On va inciter les agents publics à prendre de l'initiative. L'exemple le plus paradoxal de cette évolution est une circulaire. Ça date d'il y a 1 an ou 18 mois. C'est une circulaire de Ségolène Royal relative à l'exercice des missions de contrôle dans les domaines de l'environnement et notamment dans le milieu agricole. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu des drames dans le monde agricole. Il y a les inspecteurs du travail du ministère de l'Agriculture qui... ça remonte à quelques années, mais c'est un fait divers qui a traumatisé totalement et le milieu des agriculteurs et celui du ministère de l'Agriculture. Il y a 2 inspecteurs du travail qui se sont fait flinguer par un agriculteur parce que les agriculteurs, ils sont soumis à des systèmes de contrôle qui sont indépendants des uns des autres. La police de l'eau, le service vétérinaire, l'inspection du travail agricole, le contrôle de l'utilisation des fonds européens. Et donc, si tout ça n'est pas coordonné, vous pouvez très bien, quand vous êtes agriculteur, voir jour après jour des types venir vous contrôler et vous empêcher de travailler littéralement. Donc, pour remédier à ça, la ministre qui n'a pas tous ces contrôles sous son autorité, mais qui en a pas mal, dit, on va essayer de coordonner tout ça. Alors, pour le faire, on ne crée pas une autorité supérieure de coordination des contrôles. C'est pas possible parce qu'il y a des principes d'indépendance des autorités de contrôle qui l'interdit. Et donc, elle dit, elle utilise cette expression merveilleuse, elle dit, il faut co-construire la stratégie de contrôle avec les agriculteurs eux-mêmes. C'est une idée totalement paradoxale, notamment si vous posez la question à l'administration fiscale de savoir si on co-construit la politique du contrôle avec le contribuable, les types ils vont vous regarder de travers. Mais voilà, l'exemple est paradoxal, mais il témoigne de ce mouvement, de ce moment de désarroi du système administratif
ou de plus en plus inadapté aux évolutions de la société. Il va aller s'inspirer d'un vocabulaire, d'une façon d'aborder l'action collective qui est dans l'ensemble de la société pour essayer de s'y adapter. Gouvernance d'entreprise, fonctionnement des administrations publiques, les associations, évidemment, ne resteront pas étrangères à ces évolutions. Et si le monde associatif peut se dire « mais moi, j'ai toujours fait ça, l'association c'est démocratique, c'est participatif, c'est collectif, c'est collaboratif », on va voir que dans le détail, les choses ne sont pas aussi simples. 3, donc, causes internes de fin du cycle néolibéral, le blocage du système de financiarisation, la panne de l'investissement, la rupture des systèmes de gouvernance d'entreprise. 2 causes externes, il y en a probablement d'autres, mais je veux insister sur ces 2-là. Elles transforment profondément la façon que nous avons collectivement de calculer les conséquences de nos actions. La première, c'est la transition écologique. Tout le monde n'a pas un comportement vertueux dans la transition écologique. Tout le monde n'a pas intériorisé les contraintes de la transition écologique. Mais dans le monde de l'entreprise et de l'action économique, dans le monde du calcul, de la construction des stratégies par le calcul macroéconomique, quelque chose de profondément, quelque chose de très profond a changé. À partir du moment où émerge une conscience collective que les ressources naturelles, le monde dans lequel nous vivons, est fait d'une quantité de ressources limitées, et que notre activité tend à consommer ces ressources plus vite qu'elles ne se renouvellent. Vous avez entendu dire que le 8 août ou le 15 août de cette année, nous avions consommé la totalité des ressources que la planète était capable de renouveler en un an. À partir du moment où on est dans ce monde qui est essentiellement limité, il y a une notion qui est en train de prendre une importance démesurée en économie, c'est la notion d'externalité. Philippe Hénault l'a prononcé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est l'externalité ? Vous avez un processus de production. Vous faites un calcul économique sur ce processus de production, c'est-à-dire que vous calculez ce que ça vous coûte, la matière première, la main-d'œuvre, les ingrédients divers, vous calculez le coût de votre produit, vous calculez le prix auquel vous allez le vendre, et ça vous rapporte quelque chose. Dans ce calcul, vous neutralisez les externalités de votre processus de production, c'est-à-dire les coûts qui sont générés par ce processus de production, mais qui n'entrent pas dans le calcul parce qu'ils ne sont jamais facturés. Et par excellence, les externalités négatives de la production industrielle, ce sont les coûts environnementaux. Tant qu'on est dans un univers aux limites indéfinies et dont le renouvellement est hors de la sphère économique, on peut fonctionner comme ça. On peut distinguer l'économie du reste de la vie sociale. À partir du moment où on vit dans un monde à ressources limitées, petit à petit, cette attitude-là, cette façon de calculer, cette façon de se situer, devient illégitime. Elle devient intellectuellement et moralement impossible et elle va poser d'énormes problèmes aux décideurs économiques. Deuxième rupture, qui se manifeste principalement sous la forme de la transition numérique, c'est le fait que, dans l'ensemble de la production économique, l'essentiel de la valeur, l'essentiel de la richesse, cesse d'être dans les objets et se concentre dans la circulation d'informations et dans les connaissances. Les objets matériels, les objets de consommation, les outils de production, les matières premières, tonnes d'acier, tonnes de pétrole, tout ce qui, dans nos leçons d'économie et de géographie de notre enfance et de notre jeunesse, un peu lointaine pour certains d'entre nous, était vraiment le cœur de la façon dont nous appréhendions le monde et dont nous construisions notre connaissance du monde. Ces notions sont en train de s'éteindre progressivement. Et ce qui fait la richesse, la puissance, la capacité de produire, la vitalité des sociétés, c'est la maîtrise des flux de connaissances et des flux d'informations. C'est le big data, c'est l'importance de la recherche, c'est l'innovation technologique, c'est la recherche médicale, c'est les relations entre les personnes. Ce point-là est extrêmement important. Alors, il a des conséquences économiques directes. Il est évidemment pas sans lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le management et la gouvernance des entreprises. La richesse est dans les hommes, mais il va avoir évidemment des conséquences considérables pour vos métiers à vous. Quelles sont justement les conséquences de ces ruptures sur le monde associatif et plus particulièrement sur le vôtre ?
Je voudrais en souligner 3. Premièrement, vous avez tous été confrontés à un moment ou l'autre, notamment dans votre relation avec vos financeurs et dans les réponses aux appels d'offres et des appels à projets, etc., à la question désormais centrale de la mesure de l'impact de votre action. Vous avez un projet associatif, vous avez des coûts, vous avez une mission à remplir, mais finalement, au-delà, est-ce que vous êtes capable de dire, de mesurer le bien que vous faites à la société ? Ça nous pose des problèmes méthodologiques absolument insurmontables. C'est une espèce de fantasme que nous poursuivons. Tout le monde dit, il faut mesurer notre impact. C'est une injonction de nos financeurs, mais au fond, entre nous, on n'est pas contre, parce qu'on a envie de savoir quelle est l'efficacité de notre projet associatif, mais la façon dont on peut chiffrer, quantifier, mesurer ce phénomène-là est vraiment pas facile. En raison de ce que je vous ai dit sur la réinternalisation des externalités dans le raisonnement économique, brusquement, votre capacité à amoindrir les externalités négatives dans le champ social, ce que Philippe Hainaut expliquait tout à l'heure, et votre capacité, compte tenu de ce que je viens de vous dire sur là où se concentre la richesse, à produire des externalités positives pour l'ensemble du processus de production, externalités positives dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du lien social, dans le domaine de la cohésion sociale, dans le rôle que vous jouez dans le maintien, l'enrichissement, le développement du capital humain, eh bien, brusquement, ce phénomène cesse d'être marginal par rapport au raisonnement économique et devient central. Pour moi, c'est une rupture qui a des conséquences considérables pour nous tous et qui nous impose, qui nous incite, qui devrait nous inciter à cesser de raisonner en termes de dépendance économique de notre activité, de nos projets par rapport à nos financeurs, pour passer à un raisonnement où on essaye d'éclairer, de dégager et si possible de mesurer quelle est la valeur que nous produisons, car nous produisons de la valeur. Chacun d'entre nous, qu'il soit dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, dans le domaine social, dans le domaine de la santé, est un producteur de valeur. Cette posture, cette attitude intellectuelle, cette façon de considérer sa propre activité doit nous amener à raisonner autrement et à nous poser autrement dans notre dialogue avec nos financeurs publics et privés. Nous ne sommes pas des gens qui dispensent un supplément d'âme en fonction du bon vouloir de financeurs qui ont par ailleurs d'autres contraintes plus légitimes que les autres. Nous sommes en train de devenir des acteurs centraux de la création de valeur dans la société et ça doit nous inviter à modifier notre langage. Deuxième éclairage qui est en la conséquence directe de celui-là, est-ce que nous sommes capables d'entrer dans la logique de l'investissement social ? Je vous le disais, les décideurs économiques sont en train de considérer qu'il y a dans le domaine du social une dimension d'investissement et qu'il y a toute une partie de la dépense publique qui n'est pas une charge pour la collectivité, mais qui est un investissement, c'est-à-dire qui, à terme, génère de la valeur et génère un retour sur investissement. Aujourd'hui, notre façon de nous projeter dans notre projet associatif, précisément de raisonner sur notre création de valeur, est très éloignée de ça. Et il y a, dans le monde associatif, lorsqu'on commence à élaborer des outils de financement de l'action éducative ou sociale sous la forme d'investissement, il y a d'énormes réticences. La notion d'investissement à impact social est très, très vivement contestée par un certain nombre de nos amis, parce que, de leur point de vue, entrer dans cette logique, c'est se mettre sous la dépendance intellectuelle et matérielle de l'économie financière. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'au moment où on commence à parler d'investissement à impact social, d'investissement social tout court, c'est précisément le symptôme de la fin d'efficacité de l'économie financière. Donc c'est un moment très ambigu, c'est un moment où les rapports de force sont absolument pas évidents, c'est un moment où le dialogue, le rapport de force entre l'opérateur, l'acteur, l'investisseur, le régulateur public, ces rapports sont en train de se transformer, ils sont dans un moment d'instabilité, et donc c'est à la fois pour vous
un grand moment d'inquiétude, parce qu'il y a une déstabilisation, une perte de repères, et c'est un moment clé pour prendre le pouvoir. Parce que dans ce moment de flou, celui qui, le premier, posera son agenda, déterminera des repères, des critères, des raisonnements opposables à l'ensemble des parties prenantes à la négociation, celui-là aura pris un avantage. Et donc il y a, dans la stratégie de rebond qui est la vôtre, il y a vraiment à s'emparer de cette problématique et à regarder comment vous pouvez l'intégrer à votre façon de raisonner. La principale référence en matière d'investissement social est un texte d'un professeur de Sciences Po qui s'appelle Bruno Palier et qui a notamment publié un texte très court, très accessible que vous trouvez sur le site du Conseil économique, social et environnemental. Il est en accès libre, ça fait quelques pages. Je vous invite très, très amicalement à jeter un coup d'œil là-dedans parce qu'il illustre son raisonnement. Le texte a déjà 2-3 ans. Depuis, la problématique s'est élargie, mais il illustre le raisonnement à partir d'une analyse que vous connaissez par cœur, que Patrick a rappelé tout à l'heure. La protection sociale est une protection sociale réparatrice. Si on transfère la dépense de la réparation des dégâts vers la prévention, eh bien on économise des dépenses publiques futures et en plus on développe la capacité de la société à créer de la richesse. Donc c'est tout particulièrement vrai dans le texte de Bruno Palier sur les dépenses d'éducation. Ça paraît absolument évident, mais il insiste aussi beaucoup sur toutes les dépenses qui facilitent l'entrée des femmes sur le marché du travail. Parce que c'est un raisonnement économique assez simple de comprendre que cette mise en capacité permet de développer la production globale de la société. Alors, évidemment, et nous ne développerons pas ce point dans le débat à un moment où on craint que globalement le marché du travail soit lui-même en rétraction globale à cause de l'automatisation, de la numérisation, de la robotisation, on peut se demander si le raisonnement tient. Mais je ferme cette parenthèse. La problématique globale sur la valeur des actions d'éducation, de recherche, de prévention, je crois qu'elle n'est pas trop difficile à comprendre pour nous. Je termine par la partie la plus peut-être immédiatement palpable et la plus paradoxale de ces ruptures. Et elle porte à la fois sur les logiques de l'engagement et sur la gouvernance de nos associations et de nos organisations. Nos modes de gouvernance hérités de tout le XXe siècle, nos systèmes de gouvernance, nos systèmes fédéraux, la structure classique de l'association avec ses adhérents, son assemblée générale, son conseil d'administration, son bureau, etc. Ce système n'est pas intrinsèquement lié au fait associatif. Ce modèle s'est développé parce que le monde associatif s'est largement développé en miroir de l'organisation administrative de notre pays. Mais au fond, on s'aperçoit dans beaucoup d'activités associatives, par exemple, que la notion d'appartenance à l'association, la notion d'adhérent, la carte, la cotisation, etc., tout ça se délite petit à petit. Le fait associatif, la façon dont les gens se rassemblent, mettent en commun leurs projets, leurs activités, leurs ressources, leurs connaissances, prend des formes de plus en plus impalpables. Vous avez tous, à un moment ou l'autre, été témoins ou réfléchi sur le phénomène de ces mouvements informels, de ces coalitions, de ces mobilisations qui échappaient à ce modèle. Et puis, au-delà de l'émergence des modèles informels, il y a quelque chose de peut-être encore plus profond et de plus paradoxal. Le fait associatif, l'associativité, dirait mon ami Roger Su, c'est-à-dire cette propension que nous avons pour faire société, pour agir collectivement, à nous regrouper avec d'autres autour d'un projet, le fait associatif s'imprime sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à propos des politiques publiques, lorsqu'on veut développer une politique publique nouvelle, on ne crée pas une institution comme on le faisait il y a un demi-siècle. On crée des tours de table, on va chercher des partenaires, on est de plus en plus dans cette démarche-là. Je pourrais en témoigner sur ma mission, mais sur les outils, les politiques publiques les plus récentes qu'on a développées dans le domaine social, la politique de la ville, la lutte contre la radicalisation, le travail qui se fait dans le champ éducatif, dans la lutte contre le décrochage scolaire, c'est tout à fait caractéristique. Ce qui change entre
ce qu'a été la logique de l'association tout au long du XXe siècle. Et ce qu'on voit émerger au début du XXIe, c'est que l'association, construite après la loi de 1901, et indépendamment de ce que dit la loi d'ailleurs, l'association s'est construite comme sur un schéma institutionnel et elle se basait sur le regroupement, l'adhésion, l'appartenance de gens qui étaient semblables. On s'est regroupé entre semblables, on construisait une association sur un thème, sur une population, sur une problématique, sur une communauté d'intérêt. Et puis ensuite, cette structure institutionnelle entrait dans des logiques de partenariat, de collaboration avec d'autres acteurs. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus émerger, c'est que l'action collective se structure autour de rassemblements des gens qui sont différents les uns des autres. Et ce type-là d'associativité, je l'appelle communauté d'action. Le modèle le plus évident de ça dans le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est le pôle territorial de coopération économique. Un PTCE, c'est sur un territoire donné et sur des enjeux de développement économique, d'emploi, de développement social, c'est un outil où des acteurs ressortissants à des métiers, à des catégories sociales, à des institutions, à des modes d'action différents, vont se regrouper. La société coopérative d'intérêt collectif relève à peu près de la même logique. Il est fort possible que nous soyons en train d'assister à un moment où l'associativité va de plus en plus se manifester par la volonté de créer des communautés d'action, de se rassembler, d'aller chercher des gens différents, des compétences différentes, de créer la convergence stratégique entre des gens ayant des métiers et des ressources différents. Alors c'est très positif, c'est très enthousiasmant à faire quand vous êtes sur un territoire, que vous êtes confronté à un problème de développement et que vous voyez arriver le monde de l'entreprise, les élus locaux, les administrations, plusieurs associations ayant des vocations différentes. Quand vous voyez sur les enjeux de l'inclusion sociale, du handicap, des associations sportives, des professionnels comme vous, des associations de parents, enfin des gens hétérogènes se rassembler parce qu'ils partagent un objectif, ça vous donne envie d'agir. C'est un phénomène positif et il faut probablement le développer. Simplement, je ne vous mets pas en garde, je vous alerte sur le fait que si ce modèle se développe, il va contribuer à la fragilisation du modèle associatif traditionnel et notamment de ces superstructures que sont les systèmes fédéraux, les unions et les autres outils que vous avez développés à une certaine époque pour développer votre pouvoir d'agir. Ça, c'est une rupture. Son évolution est indécise, elle est floue. Je crois que vous devez y être très attentif parce que et sur la création de valeur, et sur la logique d'investissement, et sur ces phénomènes-là, vous avez aujourd'hui